Bonjour et bienvenue à cette troisième capsule de Hub liée à la COVID-19. Nous aborderons aujourd'hui l'impact de la pandémie sur les régimes d'assurance collective et tenterons de vous aider à déterminer si votre régime est en mesure de prévenir et de gérer les augmentations de coûts anticipées. Je me présente, mon nom est Annick Raymond, vice-présidente associée chez Hub International. Je possède 15 ans d'expérience en consultation en assurance collective pour les comptes nationaux et je suis également fellow de l'Institut canadien des actuaires. C'est avec plaisir que je serai votre présentatrice pour cette capsule. Depuis le début de la pandémie liée à la COVID-19, nous avons adressé lors de nos deux précédentes capsules les éléments suivants. Dans un premier temps, nous vous avons présenté un coffre à outils afin de vous aider à prévenir et gérer les absences de vos employés, tout particulièrement celles reliées à la santé mentale. Ensuite, nous vous avons parlé des meilleures pratiques pour un retour au travail sécuritaire et réussi suite à la période de confinement. Dans cette capsule, nous adresserons des éléments d'assurance que les preneurs de régime doivent examiner afin de prévenir des hausses importantes de coûts. Plus spécifiquement, nous examinerons la conception des régimes et leur financement, puisque l'équilibre entre l'offre d'assurance et son accessibilité financière demeure l'ultime condition pour que votre régime d'assurance puisse continuer de remplir son rôle, soit celui de contribuer à la santé financière de l'employeur et des employés, ainsi que la santé physique et mentale des employés. Nous aborderons aujourd'hui l'admissibilité et les protections principales composant les régimes d'assurance collective. Tout d'abord, nous parlerons des bénéficiaires des régimes d'assurance collective. Lorsque les organisations font face à une hausse des primes comme on l'envisage avec la COVID-19, un des aspects à questionner est l'admissibilité au régime. En d'autres mots, à qui sont offertes les protections. Il peut voir les régimes d'assurance collective dans un contexte de rémunération globale. Si vos primes augmentent, cela vous laisse moins de marge pour les augmentations salariales. Les organisations sont souvent tiraillées afin d'offrir des régimes attrayants, mais sans amputer leur capacité à offrir des salaires compétitifs. La question à poser est donc, est-ce que la répartition de l'offre globale aux employés est optimale? Un autre aspect de l'admissibilité au régime est de questionner si les employés à temps partiel ou ayant un revenu moins élevé doivent toujours avoir accès à un régime, alors que pour eux, il peut s'agir d'un fardeau financier trop important. Il faut ici confirmer que la proposition d'un régime d'assurance répond bien à un besoin, à la mesure de la capacité financière des employés. Aussi, la COVID-19 a forcé les employeurs à se questionner sur la protection accordée lors de mises à pied temporaires. Les assureurs ont cette fois-ci accommodé les organisations qui avaient des règles internes plus rigides, mais il demeurerait pertinent d'inscrire dans vos contrats les règles que vous souhaiteriez voir s'appliquer à l'avenir. Enfin, l'arrivée à la retraite des baby boomers soulève la question de la rétention de cette main-d'œuvre d'expérience. Quel est votre objectif et quelles seraient les protections à offrir afin de favoriser le maintien du lien d'emploi, advenant que vous souhaitiez retenir ces employés qualifiés? La première protection abordée, l'assurance vie. L'assurance vie ne représente qu'environ 5 à 10 des primes d'un régime type d'assurance. Toutefois, les assureurs reverront sans doute leur table de mortalité et, par conséquent, les taux pourraient augmenter. Les primes d'assurance vie de base sont souvent payées par l'employeur, mais la fiscalité rend de moins en moins attrayant le fait d'offrir des volumes élevés aux employés pour cette protection. Les organisations pourraient donc revoir leur offre pour la substituer par de l'assurance vie facultative. Cette dernière présente aussi l'avantage d'être plus flexible, s'adaptant aisément au stade de vie et aux besoins personnels des employés. La tarification de l'assurance vie facultative est généralement abordable, mais encore faut-il s'en assurer. La double indemnité en cas de décès accidentel est de plus en plus remise en question. On pourrait se demander pourquoi un travailleur décédant d'un accident de voiture recevrait une double indemnité, en plus des indemnités de la SAQ, alors que le travailleur qui décède d'une maladie, par exemple la COVID-19, ne recevrait qu'une simple indemnité. De plus en plus d'organisations retirent la portion décès de cette protection et ne conservent que la portion mutilation accidentelle. Enfin, l'exonération des primes pourrait être questionnée afin de réduire les primes et de faire participer les invalides au coût de la protection d'assurance vie.
Ce questionnement est de mise puisque nous avons constaté dans les dernières années une hausse du nombre et de la durée des invalidités. Il va sans dire que nous ne croyons pas que la pandémie actuelle viendra améliorer la situation. La deuxième protection abordée, l'assurance invalidité. L'assurance invalidité est la protection qui est le plus sujette à une hausse des coûts des suites de la COVID-19. Cette protection représente aussi le tiers de la prime d'assurance collective d'un régime type. Comme nous l'avons mentionné dans les capsules précédentes, la prévention et la gestion des absences est la meilleure approche pour limiter le coût des régimes. Il sera dorénavant nécessaire d'adapter votre gestion à la nouvelle réalité provoquée par la COVID-19. Ainsi, les organisations qui mettront des mesures d'hygiène appropriées et qui réagiront promptement à la survenance d'un cas de COVID-19 limiteront les impacts financiers. Aussi, faudra-t-il porter une attention particulière au départage entre un cas d'invalidité professionnelle et non professionnelle. Un questionnement sur l'intégration de l'assurance invalidité de courte durée à l'assurance emploi pourrait aussi être de mise. Compte tenu de la hausse du nombre d'invalidités et de leur durée, plusieurs organisations voudront examiner la pertinence d'intégrer leur régime aux prestations de l'assurance emploi. Mais attention, ce type de décision doit considérer, en plus de la perte de rabais à l'assurance emploi, l'impact sur le contrôle des coûts et l'accès rapide aux prestations. Puisqu'il n'y a pas de perspective inflationniste à l'horizon, vous pourriez vouloir revoir la clause d'indexation des prestations aux invalides. Compte tenu du contexte actuel, la plupart des économistes n'anticipent pas d'inflation à court ou à moyen terme. Sans révision de ce paramètre, il se pourrait que les revenus des invalides augmentent plus rapidement que ceux des employés actifs. Certaines dispositions de régime peuvent aider à limiter l'exposition au risque et pourraient être revues ou mises en place, comme par exemple une entente de limitation ou d'arrêt de perte, une limitation de la durée des prestations selon le nombre d'années de service ou la clause de conditions préexistantes. Maintenant, l'assurance médicaments. Cette protection coûte, pour un régime type, plus du tiers de la prime d'assurance collective. Les provisions visant à couvrir l'aspect plus préventif peuvent aider les promoteurs de régime à limiter les paiements pour les soins curatifs et l'exemple s'imposant en ce moment est le remboursement des vaccins préventifs. Il n'est pas certain si le vaccin pour la COVID-19 qui est actuellement en développement sera remboursé par le gouvernement. Si ce n'est pas le cas, les organisations devront se questionner si elles veulent l'ajouter à leur protection d'assurance. Le même type de questionnement s'appliquerait aussi aux tests de dépistage de la COVID-19 et aux tests sérologiques. La pharmacie postale, comme toutes les autres formes de commerce électronique, a connu un essor fulgurant durant la pandémie. Et au-delà de cette période particulière, l'usage de ce type de professionnel, qui a l'avantage d'être moins coûteux que les distributeurs traditionnels, devrait faire partie des bonnes habitudes encouragées à être maintenues par les participants de régime. Dans le domaine de l'assurance médicaments, ce sont les organisations qui adhéreront aux nouvelles pratiques et solutions technologiques qui réussiront le mieux à contrôler les coûts. L'éventail des options proposées est vaste et le niveau d'adoption très variable. Les cabinets d'experts comme Hub et les assureurs rivalisent d'initiatives face à l'augmentation persistante des coûts des médicaments, alors autant profiter de leurs recherches et méthodes éprouvées d'encadrement pour assurer la meilleure gestion possible. La dernière protection examinée, l'assurance autres frais médicaux et dentaires. Toutes les composantes de ces protections ne répondent généralement pas au concept d'assurance qui vise à indemniser des pertes importantes qui ne sont pas fréquentes. Dans la mesure du possible, les employés apprécient le privilège de pouvoir choisir. La protection pour les autres frais médicaux et dentaires pourrait faire partie d'options au choix des employés. Plusieurs organisations ont maintenu les protections pour les autres frais médicaux et dentaires pendant la mise à pied de leurs employés. Mais tous les soins n'ont pas nécessairement besoin d'être maintenus. Durant la pandémie de la COVID-19, bien que des professionnels ont modifié leur offre pour fournir des services virtuels, pour d'autres, cette avenue n'était tout simplement pas possible. Heureusement, les assureurs sont venus,
du moins financièrement, pallier en accordant des rabais de primes, mais ce ne sera pas toujours le cas. Pour les régimes n'ayant pas bénéficié de ces rabais, les promoteurs devront potentiellement se questionner sur comment retourner aux employés le surplus généré par la diminution temporaire de réclamation. Avec les nouvelles mesures d'hygiène à respecter, certains professionnels de la santé exigent maintenant des frais COVID-19. Les assureurs sont en réflexion et certains ont pris position sur l'admissibilité ou non de ces frais. Puisque les preneurs de contrat sont ceux qui régleront ultimement la facture, ils ont une voix au chapitre. Alors, pour vous, est-ce que ces frais devraient être remboursés ou non? L'un des premiers secteurs ayant ralenti ses activités avec la pandémie est celui du voyage. Il sera aussi probablement l'un des derniers à redémarrer et à ce moment, il ne serait pas surprenant que les pratiques de voyage des travailleurs soient modifiées. La protection et la tarification de l'assurance voyage devraient faire l'objet d'une révision, incluant celle pour les voyages d'affaires. Alors, votre régime d'assurance collective est-il en mesure de prévenir et gérer les augmentations de coûts? Voulez-vous remettre en question les façons de faire traditionnelles et envisager de nouvelles approches? Si vous désirez approfondir certains éléments de cette capsule, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Hub. Il vous aidera à balancer votre offre d'assurance et votre capacité à payer afin de confirmer la pérennité de votre régime. Merci pour votre écoute et au plaisir.